Bien, mais il est 17h30. Structurale des ouvrages d'art existants, contexte et évolution normative. Au niveau européen, la première approche de l'évaluation structurale des ouvrages d'art remonte au projet européen de recherche BRIME en 2000, dont un des rapports proposait des principes d'évaluation. 25 ans plus tard, on est proche de déboucher sur des eurocodes qui s'intéressent aux ouvrages existants et qui vont normaliser prochainement l'évaluation de ces ouvrages. Alors aujourd'hui, comme conférencier, nous avons deux experts de la question. André Orsesi, directeur de la recherche et de l'innovation à la direction des infrastructures de transport et matériaux du CEREMA. Il a été chairman de 2017 à 2023 du groupe de travail de IAPSE sur la calibration des coefficients partiels de sécurité pour l'évaluation des ponts existants. Et Jean-Christophe Carles, qui est responsable du groupe expertise calcul des ouvrages d'art au CEREMA Méditerranée et adjoint au responsable du secteur d'activité ouvrages d'art du CEREMA. Il a copiloté la rédaction du guide sur la conception des réparations structurales et des renforcements des ouvrages d'art. Ce guide du CEREMA, publié en 2016, est actuellement le document qui fait référence en France sur l'évaluation des ouvrages d'art. Alors, tous les deux sont membres du groupe français Miroir de l'Eurocode pour les ouvrages d'art existants, donc la future partie 2 de l'Eurocode 0 qui est en cours de rédaction. Et nous avons donc deux éminents spécialistes de la question qui vont nous présenter le sujet. Alors, cette session est enregistrée. Elle sera disponible en replay sur notre site internet de la FGC. Vous pouvez poser vos questions sur le fil de discussion, alors en utilisant plutôt le chat et non pas les questions et réponses. Et à la fin de l'exposé, je lirai vos questions et si besoin, j'ouvrirai votre micro de façon à ce que vous puissiez intervenir en direct. Voilà, maintenant je passe donc la parole à Jean-Christophe Carles qui va nous faire sa présentation. Merci Bruno. Je partage mon écran. Voilà. Et donc, effectivement, on va vous faire une présentation à deux voix avec André. Je commence en vous présentant un petit peu les éléments de contexte actuels et les évolutions à venir s'agissant de la normalisation dans le domaine de la réparation des ouvrages. Et ensuite, André continuera l'exposé avec justement le retour d'expérience du travail fait dans le cadre de IAPSE sur sur la calibration des coefficients partiels. Donc moi, j'ai une approche un peu plus globale sur les évolutions. Alors, avant d'aller plus loin, quelques éléments de contexte généraux s'agissant des eurocodes. Vous le savez ou pas, mais tous les eurocodes sont en cours de révision actuellement, avec un objectif de publication et d'entrée en vigueur de l'ensemble du corpus qui est fixé au 30 septembre 2027, avec un retrait simultané des eurocodes existants, enfin des eurocodes actuels, pardon, donc des eurocodes dits de première génération. Donc ces eurocodes de deuxième génération, en fonction de l'avancement de chacun d'eux, ils seront consultables, mais ils ne seront pas applicables. L'idée, c'est bien que tout le corpus soit disponible et que ce n'est que lorsque le corpus sera disponible qu'on appliquera l'ensemble des eurocodes. Et effectivement, suivant les eurocodes, le travail est plus ou moins avancé. L'eurocode 2, par exemple, est bien avancé. Il travaille sur les annexes nationales. L'Eurocode 8, c'est pareil. Eurocode 1, on n'est pas encore aux annexes nationales. Bref, c'est variable suivant les Eurocodes. Je ne sais pas si la date du 30 septembre sera tenue. Enfin, en tout cas, tout le monde est en ordre de bataille pour s'inscrire dans cette perspective. Alors, encore un petit pas, un petit zoom en arrière par rapport justement aux Eurocodes. Juste pour vous donner quelques éléments de cadrage,
Donc, dans la rédaction d'un Eurocode, avant d'arriver à l'Eurocode réparation, il faut savoir que la rédaction s'articule globalement autour de quatre étapes. Il y a d'abord la rédaction et la publication ce qu'on appelle d'un rapport scientifique pré-normatif. Ensuite, il y a la rédaction et la publication de spécifications techniques. S'ensuit la rédaction et la publication de l'Eurocode et de ses annexes. Et ensuite, eh bien, vient la rédaction et la publication de toutes les annexes nationales. Et donc, enfin, à chacune de ces phases, il y a des phases d'enquête publique, de prise en compte des remarques, d'ajustement des textes et de vote formel. Je ne rentre pas plus que ça dans les détails, mais c'est pour vous faire un petit zoom du coup maintenant sur les Eurocodes pour les ouvrages existants. Donc Bruno parlait de BRIM. Pour les Eurocodes, en fait, peut-être là, les réflexions ont commencé il y a, je pense, un peu plus de 10 ans, hein, un peu avant les années 2010, je pense. Donc, en termes d'articulation, ça s'est passé comme ça. Il y a donc le Technical Committee au niveau européen qui s'occupe de tous les Eurocodes. Et il y avait un working group qui était en charge du travail justement sur les structures existantes, avec l'idée de définir des principes généraux pour les ouvrages existants et ensuite de décliner et de préciser des éléments de ces textes généraux dans chacun des autres eurocodes et donc dans chacun des sous-comités qui pilotent les autres eurocodes, par exemple l'Eurocode 2, le TG3. Depuis peu, ça a basculé dans une autre organisation. J'y viendrai par la suite. Donc, c'est le P06 GE2, pardon, oui, pardon, excusez-moi. Et maintenant, on est au niveau européen dans le SC10 Working Group 4 et au niveau français, il y a aujourd'hui le groupe miroir français, qui est le P06 GE10, donc qui est le groupe miroir du WG4. Et comme Bruno le précisait, André et moi participons à ce groupe miroir. Alors, avant, s'agissant de normalisation, avant les Eurocodes, euh, pour les ouvrages existants, il y a un premier document qui a été publié. En fait, il s'agit d'une norme internationale, la norme ISO 13822, qui a été publiée en 2010 et que je vous mets ici à l'écran, et qui déjà indiquait que euh, dans l'esprit, il fallait quand même chercher à limiter les interventions sur les ouvrages, enfin les limiter au minimum dans un objectif de développement durable. J'y reviendrai parce que c'est une idée, bien sûr, qui a été conservée et qui est reprise. Alors, je vous parlais pour la publication d'un Eurocode d'un pré-rapport scientifique. Donc, s'agissant des ouvrages existants, ce pré-rapport existe, il a été publié en 2015. Et vous avez ici le lien qui vous permet de le télécharger. Je dirais aujourd'hui, il y a moins d'intérêt puisque les textes sont plus avancés. Je continue du coup à dérouler. Alors, s'en sont suivies les spécifications techniques, donc la deuxième étape. Et au-delà de ces spécifications techniques, elles ont été transformées en France par une norme, enfin, elles ont été introduites plutôt dans une norme, enfin, pas qu'en France d'ailleurs, ça a donné lieu à la publication d'une norme expérimentale, la 17440, qui elle-même a donné lieu à la publication d'une annexe nationale française. Donc cette norme existe depuis septembre 2020 et elle est donc tout à fait applicable, mais il faut bien sûr la viser dans les pièces du marché. C'est une norme expérimentale. Et la norme, elle avait déjà pour but de fournir des dispositions additionnelles ou modifiées par rapport à l'Eurocode 0 existant, l'Eurocode actuel, pour couvrir l'évaluation des structures existantes, mais aussi, plus que l'évaluation, la réparation ou les adaptations de structures existantes. J'y reviendrai également par la suite. Donc aujourd'hui, on en est à
travailler à la rédaction d'un projet d'Eurocode. Et Bruno en a parlé. En fait, le choix a été fait que ça ne donne pas lieu à un Eurocode spécifique, mais ça sera une nouvelle partie de l'Eurocode 0. Donc cet Eurocode 0 sera découpé en une partie 1 dédiée aux ouvrages neufs et une partie 2 spécifique aux ouvrages existants. Et puis, comme j'en parlais tout à l'heure, il y aura également des annexes aux différents Eurocodes, enfin annexes ouvrages existants dans les différents Eurocodes matériaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une première version de cette partie 2 de l'EC0 a déjà été publiée et mise à l'enquête, donc y compris en France. Mais en fait, et j'en parlerai aussi par la suite, le texte va finalement encore pas mal évoluer par rapport à la version qui a été soumise à l'enquête. Bon, si je défriche un petit peu la suite de l'exposé, en fait, il s'est avéré que la rédaction de cette partie 2 euh, était telle que la partie 2 ne fournissait que des éléments modificatifs par rapport à la partie 1, qui donc laissait comprendre en creux que lorsqu'il n'y avait pas de modification dans cette partie 2, eh bien, l'intégralité de la partie 1 s'appliquait. Et ce n'était clairement pas acceptable en l'état, parce que ça aurait conduit à appliquer trop de clauses de l'Eurocode 0 ouvrage neuf qui ne sont pas adaptées pour les structures existantes. Donc la France a été entendue et le texte est en train d'être remanié, mais voilà, il n'est pas encore complètement stabilisé. Et donc du coup, le travail sur la rédaction de l'annexe nationale française n'a pas encore commencé. Donc vous voyez ici le projet d'Eurocode qui a été mis à l'enquête, donc partie 2 de l'Eurocode 0, et dont l'objet est de fournir des dispositions additionnelles pour les structures existantes, y compris les ouvrages géotechniques, ainsi que des principes généraux d'intervention. Et puis parallèlement, eh bien, dans chacun des comités en charge de la rédaction des Eurocodes révisés, des Eurocodes matériaux, vous avez des rédactions en cours, des annexes à ces Eurocodes dont la rédaction est en cours, qui vont traiter spécifiquement de l'évaluation des structures. Ici, je vous ai montré l'annexe I de l'Eurocode 2. Bon, en attendant ce nouveau référentiel, qui, comme je vous le disais, ne sera de toute façon, même s'il est publié, pas applicable avant le 30 septembre 2027, eh bien, quels sont les référentiels actuels? Vous avez les Eurocodes première génération, Eurocode actuel, mais on l'a vu, ils ne concernent en grande majorité que les ouvrages neufs. Typiquement, si je prends l'exemple de l'Eurocode 1, partie 2, donc le trafic qui s'applique sur les ouvrages, sur les ponts, c'est clairement écrit, le domaine d'application, c'est pour le calcul des ponts neufs. Sur l'Eurocode 0, c'est un petit peu plus nuancé, parce que vous avez le paragraphe, toujours le même paragraphe, enfin, le paragraphe qui traite du domaine d'application, qui, lui, spécifie que l'Eurocode 0 actuel donc, est applicable pour l'évaluation structurale de construction existante en vue de projeter des réparations, des modifications ou d'étudier des changements d'utilisation. Et il y a une petite note qui précise que des dispositions additionnelles ou modifiées pourront se révéler nécessaires selon le cas. Et on le verra par la suite. C'est plus que pourront. C'est devront presque pour ne pas conduire à des renforcements qui pourraient être disproportionnés. Mais j'en parle par la suite. Toujours dans le champ actuel, vous avez l'Eurocode 8. C'est un petit peu une particularité parce qu'il a déjà une partie qui traite de l'évaluation des ouvrages existants, mais uniquement pour les bâtiments. Et puis, comme il s'agit du séisme, eh bien, c'est à l'ELU accidentel. C'est un cas un peu particulier. Donc, le référentiel normatif actuel le plus abouti, on va dire, c'est la norme expérimentale dont je vous parlais tout à l'heure, donc la norme 17440 et son annexe nationale que vous pouvez donc tout à fait utiliser. Encore faut-il la prescrire dans le marché.
Vous avez, mais là je passe plus vite, hein, la série des normes NFP 9501 à 107 hein, qui traitent de la réparation et pour certaines qui traitent aussi du calcul. Donc la 102 pour le béton armé, la 104 pour le BP, mais c'est quand même des points un petit peu spécifiques et tout n'est plus forcément d'actualité. Je passe. Vous avez le guide AFGC sur les réparations par matériaux composites collés, mais là encore, c'est spécifique aux matériaux. Et donc, dans la série des référentiels, mais encore une fois des guides, hein, pas des normes, vous avez je dirais un peu une note un peu fondatrice, hein, qui est la note d'information 35 du CETRA, qui traitait de l'évaluation structurale des ponts. Et puis, Bruno en a parlé, vous avez un guide, enfin deux guides même du CEREMA, qui sont peut-être les documents les plus aboutis en lien avec les Eurocodes à venir. Donc le guide de 2015, qui est paru en 2016 peut-être, sur la réparation structurale et renforcement des ouvrages, qui donne des outils pour utiliser les règlements et les adapter à l'évaluation des ouvrages actuels. Et plus récent, vous avez le guide, mais alors qui lui ne traite que des VIPP, pareil, vous donne des éléments pour recalculer et établir des projets de réparation des VIPP. Alors, ce qui est important de savoir et de retenir, c'est que globalement, eh bien, tous ces documents un peu fondateurs, donc les principes de l'Eurocode 0 actuel, la norme internationale dont je vous parlais, la norme 17440, la note d'information du CETRA, les deux guides du CEREMA et bien sûr le projet de norme partie 2 de l'Eurocode 0, tous les principes sont cohérents et ils visent, encore une fois, à minimiser les interventions sur les ouvrages à ce qui est nécessaire et à adapter les codes en fonction de ce que l'on peut savoir sur l'ouvrage. C'est l'objet de ma deuxième partie, du coup, où je vais détailler un petit peu les grands principes de calcul, hein, de la façon de mener une évaluation structurale. Je reste évidemment assez général, hein. Mais le premier grand principe, c'est que en l'absence de texte réglementaire, donc en attendant la parution de ce futur Eurocode 2, l'application des règlements destinés aux ouvrages neufs, en l'occurrence les Eurocodes première génération, n'est en général pas pertinente et peut conduire à des renforcements ou des réparations injustifiées. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme règlement? Une fois dit cela, eh ben, je me contredis aussi vite en vous disant que on va utiliser autant que possible les Eurocodes pour ouvrage neuf, parce que de toute façon, on n'a rien d'autre. Et que surtout, les Eurocodes actuels, eh bien, il s'agit des normes les plus évoluées qui reflètent le mieux les connaissances scientifiques actuelles. Mais on va procéder à des aménagements pertinents de ces Eurocodes sans pour autant dégrader le niveau de sécurité structurale globale de l'ouvrage. Ça, c'est l'idée un peu générale qu'on retrouve dans tous les textes dont je vous ai parlé et que l'on retrouve bien sûr dans le projet de l'Eurocode 0 partie 2. Donc, il y a de toute façon des aménagements qui sont nécessaires, s'agissant notamment des anciens matériaux, hein. Si je prends l'exemple du béton, aujourd'hui, on travaille avec des résistances caractéristiques. En fonction des époques, on a évalué des contraintes moyennes sur des éprouvettes qui n'étaient pas des éprouvettes cylindriques 1632. Donc, il faut transformer les données d'époque en données utilisables dans les codes de calcul actuels. Il faut déjà procéder à ces aménagements. Mais ensuite, il y a une deuxième série d'aménagements qui est rendue possible par le fait que l'ouvrage existe et donc que la connaissance qu'on a ou qu'on peut avoir de l'ouvrage permet, le cas échéant, de réduire certains niveaux d'incertitude et donc possiblement d'adapter certaines valeurs de coefficients ou certaines vérifications. J'en parle par la suite. Donc, je vous disais, tout ça, c'est cohérent avec le futur Eurocode
Eurocode 0 partie 2, avec les dispositions additionnelles qu'il va contenir. Alors, deuxième principe un peu général, les ouvrages, les parties conservées d'un ouvrage existant, on va les justifier comme un ouvrage existant, donc en procédant aux adaptations dont je vous parle et en utilisant la partie 2 de l'Eurocode 0. Par contre, pour toutes les parties neuves qui vont être réalisées sur un ouvrage existant, là, on va utiliser l'Eurocode pour ouvrage neuf. Parce que, en fait, là, la partie n'est pas encore construite. Donc, on n'a pas les informations qu'on peut avoir s'agissant d'un ouvrage existant. Donc, on va tenir compte des mêmes incertitudes d'exécution, de réalisation, de conception, et donc on va utiliser le référentiel pour ouvrage neuf. Donc ça, c'est repris dans la partie 2 de l'Eurocode 0. Du coup, quels états limites on va retenir? Eh bien, l'état limite de référence, c'est le LU, parce que je vous disais, il ne faut pas dégrader la sécurité des personnes et la sécurité structurale. Et donc, les aménagements qu'on va être amené à faire, ils ne doivent pas remettre en cause ce niveau de sécurité. Pour le LS, eh bien là, c'est beaucoup plus ouvert. Parce que le LS, ça vise des objectifs de confort, de durabilité. Et donc, sur ces critères, eh ben, on peut tout à fait décider de ne pas tout respecter. Donc, c'est des choix qui relèvent de la maîtrise d'ouvrage, mais encore faut-il l'éclairer, cette maîtrise d'ouvrage, et qui vont être basés sur des considérations technico-économiques. Je prends un exemple très simple, maîtrise de la fissuration des ouvrages en béton. Les critères de maîtrise de la fissuration, on peut ne pas les respecter parce que cette maîtrise de la fissuration, elle est là principalement pour la durabilité, pour empêcher la pénétration des agents agressifs. Eh bien, il y a d'autres moyens d'empêcher cette pénétration, avec par exemple un produit de protection. Donc, si l'ouvrage il est justifié à l'ELU, s'il n'est pas justifié vis-à-vis de la maîtrise de la fissuration, est-ce qu'il faut réparer ou pas? La question peut se poser. En tout cas, la réponse est libre à cette question-là. Alors, quelles actions on va considérer? Charge permanente, on va s'appuyer sur les poids, sur les poids qu'on va pouvoir déduire des plans de recollement, mais par contre, il y a des reconnaissances qui sont possibles et qui sont même recommandées, notamment des reconnaissances géométriques. Alors, géométriques, parce que la bonne connaissance du poids de l'ouvrage va nous permettre de jouer sur certains coefficients partiels. J'y viens après. Superstructures, attention, parce qu'elles ont souvent évolué au cours du temps. Il y a eu notamment des rechargements d'épaisseur de chaussée. Donc, c'est important d'avoir une bonne info de toutes les évolutions et de prendre en compte évidemment les épaisseurs actuelles, sauf si on prévoit de raboter, de revenir à des épaisseurs plus réduites. Donc, attention aux superstructures. Charge de trafic. Là, on va utiliser l'Eurocode 1 parce que c'est quand même le texte qui est le plus représentatif des charges de trafic actuelles. Bon, il faut savoir que les charges de l'Eurocode 1 sont en classe 2 ne sont pas forcément beaucoup plus agressives que celles de la première classe du 61 titre 2. Elles sont plus agressives pour les ponts à poutres, du fait des TS qu'on peut excentrer. Mais sinon, sur des ponts caissons, par exemple, c'est relativement, c'est à peu près la même chose. Bon, moi, j'aime bien faire aussi une évaluation avec l'ancien règlement, voir un petit peu les écarts qu'il peut y avoir et apprécier en fonction. Mais plus le temps va passer et plus on va avoir des charges agressives, hein. Aujourd'hui, les charges de camions, elles n'ont cessé d'augmenter. Là, on est sur, il y a un fort lobbying des, 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 des routiers pour avoir des trains de camions. Il y a des textes comme ça qui sont en cours de réflexion au niveau européen. Donc, les charges sont de plus en plus agressives. Et donc, l'Eurocode 1, il est représentatif de ces charges et de cette agressivité qui ne cesse d'évoluer. Un petit zoom, par exemple, sur l'ELS. Ici, la largeur est telle que réglementairement, on peut considérer deux voies de circulation. Eh bien, à l'ELU, on ne déroge pas à la sécurité, il va falloir considérer deux voies, les deux voies théoriques de circulation. À l'ELS,
Eh bien, une bretelle d'accès comme ça, c'est cette voie qui est circulée. Donc, à l'ELS, faire une évaluation en considérant uniquement cette voie chargée, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Quelles caractéristiques pour les matériaux? Là, on va faire, c'est une combinaison entre l'utilisation des, des- des archives et des résultats d'essais. Donc, c'est à voir en fonction je dirais, de l'âge de l'ouvrage aussi. Il faut avoir en tête que tous les prélèvements, ils sont forcément destructifs. Donc, il ne faut pas non plus faire plus de mal que de bien à l'ouvrage en allant multiplier les prélèvements destructifs. Donc, ce qu'on recommande, c'est pour les ouvrages les plus anciens, notamment avant 1960, des prélèvements sont quand même utiles. Pour les ouvrages plus récents, si on a un bon dossier d'ouvrage, ce n'est pas forcément nécessaire. Ce que je vous dis là, c'est un peu enfin, c'est des éléments un peu généraux, hein, c'est à adapter évidemment au cas par cas. Modèle de calcul. Là, pour le coup, on a vraiment intérêt à recourir à des modélisations les plus fines possibles qui font travailler le mieux possible la matière, de ne rien négliger. En raccord avec le futur Eurocode, partie 2 de l'Eurocode 0, pour essayer de dégager toutes les réserves de capacité portante que l'on peut retrouver. Prise en compte de l'existant, bien évidemment, il va falloir intégrer les résultats des essais si vous en avez. S'il y a eu des mesures de tension à l'arbalète, par exemple, pour un ouvrage en béton précontraint, eh bien, recaler le modèle de calcul sur les valeurs des essais. Et puis, un point qui peut paraître une évidence, mais force est de constater que ce n'est pas toujours mis en pratique, c'est que le modèle de recalcul, il doit quand même être cohérent et il doit pouvoir expliquer la pathologie qu'on va observer sur l'ouvrage. J'ai vu souvent des recalculs faits qui trouvent des zones de déficit, mais qui ne sont pas cohérents avec ce qu'on voit, ou qui n'expliquent pas la pathologie. Et là, il faut vraiment quand même se poser la question. Il y a quelque chose dans le modèle ou dans les hypothèses prises en compte qui n'est sans doute pas pertinent. Et il est quand même donc important, enfin, il est même nécessaire que le modèle soit cohérent avec ce qu'on voit. J'ai des exemples qui peuvent vraiment prêter à sourire, mais j'en parlerai après si vous me questionnez sur le sujet, mais là je passe, on n'a pas trop le temps. Alors, les coefficients partiels, mais André y reviendra, donc je ne vais pas plus détailler. Ils sont là pour couvrir les incertitudes liées à la conception et et à la réalisation. Mais grâce à la meilleure connaissance qu'on peut avoir de l'ouvrage parce qu'il existe, on peut jouer sur certains coefficients. Le principal, ça c'est quelque chose qui va être repris en tout cas dans l'annexe nationale de la partie 2 de l'Eurocode 0, qui figure déjà dans la 17440, c'est le coefficient 1,35 que l'on trouve à l'ELU pour le poids propre. Eh bien, si la norme hein, vous dit que si on connaît bien le poids de la structure, on peut ramener ce coefficient à 1,20. Donc, ça ne veut pas dire qu'on peut le faire systématiquement, mais si vous avez fait des mesures qui vous permettent de bien connaître le poids des superstructures, d'avoir la bonne géométrie de l'ouvrage et des coffrages. Encore mieux, si vous avez des pesées de réaction d'appui, eh bien, vous pouvez réduire l'incertitude liée au poids propre. Et donc ça permet déjà de gagner beaucoup dans l'évaluation. Mais inversement, hein, vous pouvez constater aussi que le poids propre, eh ben, il est supérieur à celui qui était prévu ou celui qu'on pourrait calculer à partir des plans du dossier d'ouvrage. Eh ben, évidemment, il faut en tenir compte. Pour les charges variables, en général, on ne modifie pas. Et je terminerai mon exposé avant de passer la parole à André en vous signalant simplement que d'ores et déjà, dans les Eurocodes actuels, et là je vous cite les annexes A de l'Eurocode 2, eh bien, vous avez des possibilités de moduler certains des coefficients partiels. Vous avez l'annexe A22 et A23 notamment. Et donc l'A22, c'est en fonction de la géométrie effective. Si vous avez une bonne géométrie, vous pouvez réduire, enfin, pardon, si votre
géométrie est bien conforme et rentre dans certaines plages de tolérance, vous pouvez réduire certains coefficients de sécurité sur le béton. Et pareil, si vous procédez à des évaluations de la résistance du béton dans la structure finie, vous pouvez aussi réduire certaines valeurs de coefficients. Personnellement, c'est pas quelque chose qu'on utilise très souvent, parce que généralement, avec des calculs un peu poussés et avec le 1-2, on arrive déjà à gratter quand même pas mal. Mais il faut savoir que ça existe et on peut donc tout à fait s'en servir. J'ai Je vais arrêter le partage en passant peut-être la parole à André. On a prévu que les questions soient regroupées tout à la fin des exposés, hein. Merci Jean-Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Je vais partager mon écran et prendre la suite de cette présentation. Jean-Christophe ou Bruno, est-ce que c'est possible de me confirmer que l'écran est bien partagé? C'est bon? C'est bon, oui. Très très bien, donc en fait, je vais vous livrer, quelques retours d'expérience, d'un travail, réalisé au sein de IAPSE, hein. Donc comme Bruno l'a dit, j'ai été chair du groupe de travail TG1-3 entre 2017 et 2023 et dans ce groupe de travail, l'objectif, c'était de considérer des cas d'études pour tester, pour appliquer les concepts théoriques, qui étaient en cours de développement à l'époque, que ce soit, donc avec, le TS 17440 et les développements qui suivent pour préparer le futur, Eurocode 0 partie 2, mais également, les travaux de la FIB avec, un bulletin qu'on voit ici, le bulletin 80, qui donne un certain nombre de conseils et de méthodes pour actualiser les coefficients partiels pour les structures en béton. Également le modèle code 2020 et puis également le retour de communautés scientifiques et techniques qui ont travaillé sur le sujet ces dernières années, comme le JCSS, hein, donc le Joint Committee for Structural Safety. Et puis ce qui était intéressant, c'est que dans ce groupe de travail, on avait des membres, qui participaient à chaque en fait, que ce soit les Eurocodes ou les groupes de travail de la FIB ou du GCSS, qui étaient membres de ces groupes de travail et donc qui étaient, en première ligne pour animer et participer, à l'application sur des cas d'études. Alors, en fait, pour faire le lien avec le futur Eurocode, en cours de finalisation. Le format le seul format recommandé, c'est d'utiliser les coefficients partiels, donc que ce soit pour, structures neuves ou existantes, avec la différence que pour des structures existantes, il est possible, en plus du format des coefficients partiels, il sera possible d'utiliser ce qu'on appelle, une méthode basée sur la fiabilité, et ou une méthode, basée sur le risque. Donc la fiabilité, rapidement, c'est lié à la probabilité, de défaillance, hein. Donc c'est, 1 moins la probabilité de défaillance, où la probabilité de défaillance, c'est lié à un état limite. Voilà. Et puis, la prise en compte du risque, hein, ça peut être le risque humain, le risque, économique, environnemental, qui peut être, mis en parallèle de la défaillance. Donc ces 2 formats sont possibles. Heu, Si on prend le le futur format dans l'Eurocode, le futur Eurocode 0, en fait, le format, reposant sur les coefficients partiels, il sera très proche, de celui pour les structures neuves, hein, avec, on voit le type d'équation de vérification. Avec, quand même, à noter que, on peut avoir, 2 possibilités, soit utiliser des coefficients partiels fixes, qui sont en général donnés pour une famille d'ouvrages, hein, dans un pays donné, en fonction de ce qu'on trouve dans l'annexe nationale. À noter que, les coefficients partiels fixes, jusqu'à ce jour, ils correspondent aux coefficients partiels pour les ouvrages neufs. Ou bien on peut, utiliser des coefficients partiels ajustés, comme l'a introduit, Jean-Christophe, dans un cas individuel pour un ouvrage.
Si on ajuste le coefficient partiel, si c'est plutôt pour des actions, bah, c'est en lien avec l'Eurocode 0 qui donne des indications, mais sous réserve de ce qui après est noté dans les annexes nationales. Et puis si c'est relatif aux matériaux, bah, ça va être dans chacun des Eurocodes matériaux, avec à savoir qu'à date d'aujourd'hui, le seul Eurocode matériaux qui donne des indications, bah, c'est l'Eurocode 2 avec sa partie 1. L'Eurocode pour les structures en béton, l'Eurocode 2 pour les parties 1. Alors, j'ai parlé du format fiabiliste juste pour introduire en fait, donc on a une probabilité de défaillance et l'idée c'est que la probabilité de défaillance pour une certaine période de référence donnée, eh bien qu'elle reste inférieure à une probabilité qu'on juge acceptable. Et ça, en fait, ça peut être lié à un indice de fiabilité qui est directement lié à cette probabilité de défaillance et on veut que cet indice de fiabilité, il reste au-dessus d'un indice de fiabilité cible, un indice de fiabilité petit bêta. Alors les 2 figures que vous voyez, c'est un petit peu pour expliquer schématiquement pourquoi d'un point de vue économique, on pourrait accepter d'avoir un indice de fiabilité plus faible pour une structure existante que pour une structure neuve. Si on regarde l'augmentation du coût avec l'indice de fiabilité à gauche pour une structure neuve, eh bien on va avoir une certaine pente et si on est à droite pour une structure existante, en fait la pente de cette droite, est plus importante et donc si on fait la somme de tous les coûts et notamment des coûts de défaillance, bah, ça a tendance à décaler vers la gauche l'optimum économique de recherche de l'indice de fiabilité optimale. Ces considérations économiques, elles sont aussi à mettre en relation avec la vie humaine et c'est pour ça que, on peut, dans certains cas, ne pas toucher à l'indice de fiabilité dans les annexes nationales. Parce qu'on considère que, du point de vue de la vie humaine, on ne va pas accepter de baisser l'indice de fiabilité. Donc il y a ces 2 aspects qui sont un petit peu, antagonistes, mais à prendre en compte l'un comme l'autre. Juste pour vous rappeler quelques ordres de grandeur, hein, donc on a en haut la probabilité de défaillance et puis en bas l'indice de fiabilité. Si on se déplace de la gauche vers la droite dans ce tableau, la probabilité de défaillance diminue et l'indice de fiabilité augmente. Alors, Bruno en a parlé, il y a eu le projet européen Brime et ce qu'on voit ici, bah, c'est un tableau qui était, issu de ce projet, puis qui donne en fait, l'idée d'avoir une approche par étapes quand on fait de l'évaluation de structures existantes avec, plusieurs niveaux et puis on va aller du plus simple au plus sophistiqué et donc si on est au début d'une évaluation et qu'on a un état, non inquiétant et dans certaines conditions, on peut se limiter à une évaluation qualitative. Et puis après, si on décide de mener une investigation plus détaillée, on peut utiliser une approche semi-probabiliste, donc ces approches, les niveaux d'évaluation 1 et 2, avec des coefficients partiels qui sont ceux d'une structure neuve. Et puis si on veut raffiner, on va prendre en compte bah, les résultats d'investigation, d'auscultation, et au niveau d'évaluation 4, avoir la possibilité d'adapter les coefficients partiels. Et puis quand on arrive à la dernière ligne, là, on peut réaliser une analyse complète de fiabilité. Alors, vous avez ici un format qui est proposé dans l'annexe A de la partie 1.1 de l'Eurocode, du futur Eurocode 2, et qui donne le cadre général, que ce soit pour des structures neuves ou existantes, qui donne le cadre permettant de modifier, de modifier ou de calculer le coefficient partiel pour le béton. Soit avec la petite lettre C donc pour le béton compression, si on utilise la lettre S pour les armatures, et ça va être nouveau dans le futur Eurocode, la lettre V pour le cisaillement. Et en fait, on retrouve les 3 premières lettres de l'alphabet grec, alpha, bêta et gamma, avec alpha, un coefficient de sensibilité qui est lié au calcul fiabiliste, qui traduit le fait que la variable a plus ou moins de poids dans le calcul de fiabilité. Si c'est proche de 1, la variable a un poids très important dans le calcul de fiabilité. Si elle est proche de 0, il n'y a pas de poids, on peut considérer que la variable est déterministe. Ça, c'est le coefficient alpha. On retrouve le coefficient bêta cible
qui donne le niveau de fiabilité, et puis gamma, le coefficient partiel. Dans ce modèle, en fait, les variables sont supposées suivre une distribution log normale et sont indépendantes. Alors, l'annexe I, qui est dédiée, à l'évaluation des structures existantes pour les structures en béton, heu, donne, un certain nombre d'indications qui vont faire que pour une structure existante, en fonction du coefficient de variation, donc si c'est le premier tableau, pour, le coefficient de variation pour la résistance aux compressions in situ du béton, ou le deuxième tableau pour ce qui concerne, les limites, d'élasticité pour l'acier. En fonction du nombre d'échantillons qu'on a fait, si on est au-delà d'un certain seuil, à ce moment-là, l'ajustement n'est plus simplement permis, mais va être recommandé, car sinon il est considéré qu'on n'est plus du côté de la sécurité. Un élément important que je souligne, qui est également dans l'annexe I, c'est le passage, de la résistance caractéristique à la compression in situ, qui est celle mesurée avec un certain nombre d'éprouvettes, hein, selon la norme 13791, à, la résistance caractéristique à la compression FCK, donc avec ce passage en divisant par un paramètre kappa, μFC, en fonction de la zone où sont prélevées les éprouvettes, pour passer de la résistance à la compression in situ à la résistance à la compression FCK, qui est celle utilisée dans les, codes de, vérification. Et donc en fonction de la zone, on peut avoir un paramètre, qui va donner une résistance à la compression très proche de la résistance à la compression in situ, ou dans le dernier cas, une augmentation pouvant aller jusqu'à 17 par rapport à ce qu'on va mesurer in situ. Donc je vous présente le cas d'étude qu'on a considéré. Donc c'était un groupe international, donc certaines des conclusions que je vais, vous montrer sont à mettre, en relation avec le fait que c'est un groupe international, hein. Donc un pont construit en Allemagne il y a une cinquantaine d'années. Donc c'est uniquement le tablier qui a été considéré dans l'évaluation, avec une travée de 9 mètres. Un ouvrage qui a quand même été, modifié pour pouvoir mettre en évidence certaines choses dans les différents formats de vérification, notamment sur la section d'acier. Une évaluation de la résistance en béton, dont vous voyez les paramètres ici, selon la norme 13791, et puis également des prélèvements sur les aciers, qui ont permis d'avoir les, informations, coefficients de variation et valeurs caractéristiques. Le tableau du bas, donne les valeurs des coefficients partiels, selon, l'Eurocode pour un ouvrage neuf. 1,5 pour la résistance à la compression du béton et 1,15 pour les armatures. Alors ce qu'on a considéré, c'est, de regarder dans ce cas-là, le fait de choisir l'option de baisser le coefficient, l'indice de fiabilité, et également d'apporter de l'information nouvelle. Donc, il y a 2 approches, celle des Eurocodes et du modèle code 2020, c'est ce qu'on voit sur la gauche. C'est une approche globale qui considère toutes les incertitudes, ensemble dans le calcul du coefficient partiel. Et puis à droite, on a une approche séparée où en fait, on va avoir un coefficient partiel pour le matériau, un coefficient partiel pour les incertitudes de modèle, et puis des incertitudes géométriques. Comme on n'a pas, un temps, trop long aujourd'hui, je ne vais vous présenter que l'approche globale, mais il y a des articles qui montrent, que je vais vous indiquer après, qui montreront, également l'approche séparée. Donc, si je regarde la formule, donnée par l'annexe A, en fait, et comment l'appliquer, donc avec, le calcul du coefficient de variation et du biais, qu'on voit en dessous, en fait, on a, on a l'équation pour une nouvelle structure. Mais quand on est pour une structure existante, ce sont les équations qui sont en dessous qu'on voit, il faut tenir compte que c'est une résistance à la compression in situ qui a été mesurée, et donc il faut corriger, le coefficient de variation, car comme on le voit dans le tableau du bas, si on a un nombre d'échantillons qui est inférieur à une trentaine, bien en fait, c'est pas une loi log normale qui est, adaptée, c'est une loi de Student.
Et donc le tableau qui est en bas et qui est dans l'annexe A du futur Eurocode 2, de cette annexe, A, tient compte de cette correction. Et les facteurs correctifs vont dépendre du coefficient de sensibilité alpha et de l'indice cible qui est choisi, et qui, permettent, de venir corriger, les termes du calcul du coefficient partiel. Alors, je vous montre ici ce que ça donne, quand on considère un indice de fiabilité de 3,8 et en fonction du nombre, d'échantillons prélevés, on voit donc en abscisse l'évolution du coefficient de variation, FC in situ, et ce qu'on voit, c'est que si on est au-delà d'un coefficient de variation de 15, eh bien, on devrait avoir un coefficient partiel qui est supérieur à celui 1,5 pour un ouvrage neuf. On a moyen, si on augmente le nombre d'échantillons, de diminuer ce, coefficient partiel. Ça fait, écho à ce que je disais tout à l'heure de la recommandation d'actualiser le coefficient partiel pour, selon l'annexe A et l'annexe I dans certains cas. Si on diminue l'indice de fiabilité, on voit que, les conclusions peuvent être, modifiées et qu'on peut avoir un coefficient partiel qui reste soit inférieur, soit, égal à 1,5, et que si, par exemple, on a un coefficient de variation de 20, on voit que dans ce cas-là, on va être inférieur à 1,5. On a la même chose pour l'acier, le même type d'équation, donc je passe sur ce transparent assez vite, mais c'est pour vous indiquer les équations de l'annexe A qui seront utilisées. Et voici un premier résultat, donc en utilisant un coefficient de sensibilité de 0,8 pour une variable de résistance et un indice cible de 3,3, on arrive à un gamma C de 1,36 qui est inférieur à 1,5 et un gamma S pour les armatures de 1,11 qui est inférieur à 1,15. La même chose peut être faite pour les actions, donc pour le poids propre, ici en considérant la variable de poids propre et les incertitudes de modèle. Et en considérant une, une loi normale pour le poids propre, on arrive à, ici, trouver un coefficient d'1,2, donc inférieur à 1,35 dans ce cas-là. La même chose a été faite pour les actions, la variable d'action, en considérant une loi de Gumbel. Alors, l'équation est plus complexe que ce qui était montré auparavant, mais on a toujours en fait l'idée dans ce coefficient partiel de faire un ratio entre une valeur qui est issue d'un calcul fiabiliste, et donc on retrouve un coefficient de sensibilité alpha et un indice de fiabilité, et une valeur caractéristique. Ici, on avait pris une période de référence de 50 ans, hein, donc on retrouve ce ratio. Et de même, en prenant, les paramètres que l'on voit ici, on a, le fait surtout de baisser l'indice de fiabilité a mené à un coefficient partiel de 1,17 inférieur à 1,35. Dans ce groupe de travail, une partie du groupe travaillait sur, le fait d'avoir une meilleure estimation des effets du trafic, et donc en fait, ici, il n'y avait pas de mesure in situ, de type pesage en marche, mais il y a eu, donc une modélisation du trafic, en considérant, 2 catégories de trafic, hein, catégorie 1 et 2, et puis en essayant de retrouver, sur la base d'une certaine distribution du trafic poids lourd et de certaines hypothèses, la valeur caractéristique avec une période de retour de 1000 ans que l'on voit ici, hein, donc en faisant l'hypothèse soit d'une loi de Gumbel, soit d'une loi, extrême généralisée, et en fait, donc avec soit également aussi des probabilités d'avoir un véhicule sur la seconde voie plus ou moins importantes, et ce qui a été observé, c'est que la valeur caractéristique de moment était significativement inférieure à celle, du LM1 pour cet ouvrage, ce qui peut, aller dans le sens, en général, d'observer que le modèle LM1 est quand même très conservatif, surtout pour des tout petits ouvrages, ce qui était le cas ici. Ça, c'est la comparaison des approches qui montre un petit peu, hein, comment on pourrait se projeter, hein, si on avait, à faire ce type d'évaluation où on a
fait bouger, on a ajusté les coefficients partiels. Donc, avec la première ligne, pour, les coefficients partiels pour structure neuve et la deuxième ligne, les coefficients partiels ajustés. On voit que le ratio entre moment, sollicitant et résistant, bah, n'était pas respecté, pour, le premier cas, ne l'était pas non plus en ajustant les coefficients partiels, mais en considérant le moment, provenant du modèle de simulation, qu'on arrivait à une valeur inférieure à 100, donc qui permettait dans ce cas-là de vérifier l'ouvrage. Comme conclusion, donc j'ai présenté l'approche en fait qui est une approche globale en fait où toutes les incertitudes à chaque fois sont dans un seul coefficient partiel, mais la même étude a été faite en séparant, en ayant des coefficients partiels pour, différents types de variables introduites intervenant, que ce soit pour les matériaux ou pour les structures. Également, une approche fiabiliste avait été faite, pour cet ouvrage. C'est une, comment dire? C'est un travail, on pourrait dire, de méthodologie et qui reste théorique, qui avait pour but de montrer comment décliner, ce qui va être proposé dans les futures annexes, de les futurs Eurocodes, que ce soit matériaux ou Eurocode 0 ou 1. Heu mais qui vont les résultats de cette étude vont fortement dépendre des choix qui seront faits dans les annexes nationales. Donc, comme l'avait souligné Jean-Christophe, certain nombre de choses sont permises ou pas, dans les futures annexes nationales et donc, les résultats de cette étude pourraient, changer fortement. Voilà, donc c'est une étude qui est disponible dans un article SIE de IAPC et il y a également 2 webinaires qui sont pour lesquels on peut voir le replay, qui ont été réalisés en 2023. Voilà, et avec ça, je vais prendre la parole et arrêter le partage. Voilà. Bien. Bon, donc merci à tous les 2 pour cette présentation. Donc on va passer aux questions. Bon, j'en ai dans les questions et réponses. La 1re, concerne la première présentation. Le coefficient gamma sup de 1,4 sur l'enrobé peut-il être réduit pour limiter des renforcements de l'ouvrage après un recalcul de l'ouvrage? Oui, tout à fait. Après, là aussi, c'est un choix avec le maître d'ouvrage qui doit être bien conscient qu'il ne faudra pas qu'il recharge son ouvrage derrière. Donc, ça sera bien à faire figurer dans le dossier d'ouvrage. Mais c'est aussi un levier d'action pour éviter de trop matraquer. Oui. D'ailleurs, une question personnelle aussi là-dessus, sur les coefficients de sécurité, on a parlé qu'on pouvait descendre jusqu'à un 1,2, Mhm. mais concernant le coefficient de sécurité sur le poids propre. Mhm. Mais est-ce que, l'Eurocode, fixera une, barrière limite, en dessous de laquelle on ne pourra pas descendre? Ou est-ce que ça sera toujours possible de choisir un coefficient en fonction de la fiabilité qu'on veut retenir? Heu, je Vas-y, je vas-y. peux donner un élément de réponse. Alors c'est pas pour le poids propre, en fait, c'est pour les charges de trafic. Si on regarde l'annexe nationale du TS 17440, pour la partie pont, il est noté qu'on ne bouge pas le coefficient dans l'annexe nationale, qu'on ne bouge pas le coefficient partiel pour le trafic, par exemple. Donc, dans certains documents, en fait, l'annexe nationale va préciser ce qui sera possible de faire ou pas. Heu, le TS était, resté, enfin, donner la possibilité de baisser le coefficient de fiabilité, l'indice de fiabilité, mais après, dans l'annexe nationale, il est, tout à fait envisageable d'avoir des restrictions par rapport à cette liberté de toucher, que ce soit à l'indice de fiabilité ou même au coefficient partiel en tant que tel. OK. Bon. Il y a une autre question qui est, y a-t-il moyen de calibrer des modèles de calcul pour les restrictions de tonnage sur les ouvrages d'art? Donc 3,5 tonnes, 10 tonnes, 19 tonnes, et cetera. Il y a une note d'information du CEREMA en préparation qui est partie même Mmh, à l'édition, je crois, qui va donner des éléments
par rapport aux ouvrages à portance limitée, donc aux limitations de tonnage. C'est un peu pour ceux qui pratiquent, qui connaissent le projet de circulaire Le Crau qui n'a jamais été validé, mais qui existe et que on utilise parfois. Donc c'est un peu le pendant mis à jour Eurocode et validé par des études récentes. Donc il y a un document qui va être publié assez rapidement, je pense, maintenant. Oui. Et qui dira qu'on arrive à calibrer les modèles de calcul, en Alors, c'est fonction pas, des pardon, c'est pas une calibration des modèles de calcul, c'est des charges équivalentes Eurocode, mais correspondant aux limitations de tonnage du code de la route. Donc 3 tonnes 5, 12 tonnes, 19 tonnes. mmh, d'accord. Alors une autre question pour la justification des VIPP. La définition des pertes de précontrainte doit-elle être conforme aux essais de l'arbalète et non à la tension initiale appliquée à l'époque? Ben oui, c'est là où il faut justement croiser enfin, le modèle de calcul avec les résultats des investigations. Donc, j'en parlais un peu dans l'exposé. Alors, il faut faire attention parce que suivant où on mesure, quel câble on mesure, à quel endroit on le mesure, et bien évidemment, la tension, elle est pas la même. Mais oui, il faut chercher à recaler les coefficients de transmission du modèle de calcul avec la mesure in situ. Mmh, d'accord. Alors je poursuis la question, heu, en disant donc, enfin l'auteur qui dit que le pont à poutres de type VIPP des années 60 par exemple, est justifié et conforme au règlement 61 titre 2, mais ne répond pas aux exigences de l'Eurocode 2. Quelles interventions doivent être envisagées? Faut-il prévoir des renforcements, conformes aux exigences de l'Eurocode 2? De l'Eurocode 2 ou de l'Eurocode 1? Parce que l'Eurocode 2, donc, euh, L'Eurocode 2 pour les VIPP, hein, je pense que c'est des oui, ouvrages en mais pardon, parce que tout à l'heure, tu disais le 61 titre 2, donc 61 titre 2, c'est les charges. C'est ouais, pour ça que bon. Donc sur l'Eurocode mmh, 2, il y a là encore, enfin, pardon, moi je renverrai au ouais. guide VIPP du CEREMA qui donne des leviers pour essayer d'adapter certaines règles en fonction, encore une fois, de la connaissance qu'on peut avoir de l'existant. Mmh, Mais bon. Alors, une question qui est: quid des vérifications des maçonneries? Pas d'Eurocode support, Bah, de toute et façon, les dispositions, matériaux, qui sont prévues, enfin additionnelles, il y a que l'Eurocode 2, avec l'annexe I. mmh, Il y a pas d'éléments particuliers, pour les autres recodes matériaux et en particulier pour le recode 6. ouais, donc ça veut dire, pour l'instant, pour les maçonneries, on n'aura Du pas point de vue vraiment de matériaux du point de vue matériaux, après il y aura du toujours les dispositions générales dans la partie 2 de l'Eurocode 0. Enfin, mmh, je sais pas mmh. Jean-Christophe, qu'est-ce que tu en penses? C'est ah ouais. du point de vue matériaux, Alors je reviens un peu sur le coefficient du 1,2 pour le poids propre. Oui, Si on explique précisément la pathologie avec un recalcul et qu'on recale le poids propre par des pesées et des diagnostics précis, on peut bien descendre en dessous de 1,2. Question: est-ce qu'on peut descendre? ça, l'annexe nationale dira si oui ou pas ou non, on peut le faire, sachant que enfin, ce qu'on observe quand même, c'est que globalement, il y a plusieurs pays européens qui sont frileux et donc sur le sujet de l'existant, et il a fallu se battre déjà pour essayer de réduire certains coefficients. Et je ne suis pas sûr, on ne sait pas encore si le 1,2 sera dans la partie 2 de l'EC0 ou s'il faudra le réintroduire dans l'annexe nationale. et peut-être juste finalement dans le calcul de coefficient partiel, il y a les 2 éléments qui jouent, hein. Il y a l'indice de fiabilité et le coefficient de variation, hein. Donc on peut dire, dans une annexe nationale, on ne touche pas au niveau de fiabilité, donc ça c'est réglé ou pas, hein, le recode, la partie 2, le recode général va dire que l'indice de fiabilité peut être baissé. L'annexe nationale dira si c'est le cas ou pas. Mais même si l'indice de fiabilité,
et reste le même que pour une structure neuve, pour les ponts, il sera toujours possible de diminuer le coefficient de variation. Comme le dit Jean-Christophe, après, c'est à voir si l'annexe nationale, bah, met une limite ou pas. Mmh. Bon. Il y a une question de François Tout-le-Monde. Alors je vais lui ouvrir son micro parce qu'elle est assez, précise. Donc François, Oui, bon, si tu veux intervenir. oui, je voulais, enfin, il se pose une question sur apparemment les hypothèses statistiques qui sont liées à l'utilisation de la NFEN 13791, donc pour l'évaluation du béton en place dans un ouvrage existant. euh, qui, je dirais, semblerait pénalisante pour la réévaluation d'un ouvrage existant, parce qu'elles peuvent, de temps en temps, concerner plutôt des cas où on a un doute sur la livraison de béton fourni. Donc, on évite de faire des hypothèses que le béton est homogène, etc. Alors, dans un ouvrage existant, on pourrait se dire que le béton, il a dû être suffisamment homogène pour être conforme à des spécifications et passer cette épreuve. Pour autant, on a aussi des retours d'expérience d'ouvrages où il y a une variabilité importante. Donc, je posais la question de ce qu'il y a un levier, enfin, ou un tournevis, ou quelque part un réglage qui permet de tenir compte de la qualité d'exécution, enfin, ou de la variabilité de la propriété matériaux à laquelle on peut s'attendre dans un ouvrage existant pour ajuster les nombres d'éprouvettes, les hypothèses statistiques dans l'appréciation de la résistance du matériau en place pour le recalcul. Bah, l'annexe I donne des seuils pour, heu, pour recommander, hein, d'actualiser le coefficient partiel, hein, comme ça a été montré dans la présentation. Après, en effet, on l'a vu, enfin, on voyait dans le graphe, hein, que, si on était au-dessus d'une certaine valeur de coefficient de variation, que, le coefficient, bah, recommandé va être largement au-dessus de 1,5. Après, il y avait cette possibilité en jouant sur le nombre d'échantillons d'être sur la courbe, sur les courbes parallèles, hein, enfin, heu, voilà, je pense que le cadre, vu qu'on va c'est sur la base d'un coefficient de variation, in situ, ça tient compte de ce qu'on va trouver sur place. Est-ce que par contre, il y a une latitude pour, je dirais, apprécier le béton peut-être dans une zone critique et qui va pas être la même valeur que sur tout l'ouvrage? Enfin, Oui, oui, je vois bien. je dirais, j'ai un peu peur d'une règle qui va être très, très générale et très, très, Ouais, ouais. très enveloppe et qui, du coup, sera pas forcément. Elle peut être anti-économique, mais elle peut aussi ne pas être sûre, quoi, si on est trop Mmh général. mh. Enfin, en tout cas, le fait de modifier le coefficient partiel, c'est justement, enfin, de ce point de vue-là, dans l'annexe I, c'est plutôt pour être du côté sécuritaire. Oui, mais ça suppose Alors qu'on ait une détermination matériaux qui elle-même fait pas trop d'impasse, quoi. Oui. Mmh. alors dans la 13791, enfin François, tu as des différentes, possibilités. C'est-à-dire que tu peux tester une petite zone d'essai, une grande zone, enfin plusieurs zones d'essai, voire même la totalité de l'ouvrage. Donc tu as une certaine liberté pour définir quelle est la résistance caractéristique du béton dans une, zone donnée ou sur l'ensemble de l'ouvrage. Après c'est au niveau du calcul, tu adapteras en fonction de la résistance caractéristique que tu auras mesurée à tel ou tel endroit. Ok. Enfin, c'est comme ça que je vois l'évaluation. Mais je pense que ça pourra nécessiter un peu de pédagogie. Mmh. Oui, 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 certainement, oui. Oui, oui. Heu, alors, il y a une autre question. Alors oui, les résultats des pesées ne sont-ils pas faussés par les réactions d'appui liées au gradient thermique? Bah, oui. En tout cas, Ah, c'est très dépendant de si j'y réponds, oui, c'est évident, ça dépend du mmh, gradient thermique et il y a des corrections à faire, en mmh, fonction de la valeur du gradient thermique. Il faut mesurer en même temps qu'on fait des pesées de réaction d'appui. mmh. Voilà. Alors, et les pesées doivent-elles être réalisées pour chaque appui
pour prendre un coefficient de 1,2. Alors, Là, il n'est pas nécessaire de faire systématiquement des pesées. L'important, c'est de bien maîtriser le poids total de l'ouvrage. C'est ça le gradient thermique, qui ne change pas le poids total. Donc, si on peut, encore une fois, peut-être avec simplement des mesures géométriques, s'assurer, bien vérifier les coffrages, les épaisseurs des différents éléments, et d'avoir des informations, par exemple, sur la densité du béton, c'est aussi un moyen d'accéder à la bonne valeur du poids total de l'ouvrage. Donc la pesée est possible, mais c'est pas enfin c'est pas une condition forcément nécessaire pour pouvoir maîtriser, avoir une bonne évaluation du poids de l'ouvrage. alors, une autre question, c'est l'origine des fissures sur les ouvrages existants n'est pas facile à déterminer. Quelles sont les évaluations à prendre en compte? Par exemple, les calculs peuvent révéler des déficits en flexion longitudinale ou en effort tranchant, permettant ainsi de justifier certains types de fissuration structurale. Comment expliquer les fissures causées par une traction ou une compression excessive? Enfin, bon. Et enfin, comment justifier les pathologies des ouvrages qui ne sont pas directement liées à des problématiques structurelles? Bon, Je ne sais pas si je... on peut essayer de passer la parole peut-être au spectateur anonyme, mais j'ai pas son... Est-ce que ça voudrait dire que ce sont des fissures liées à des problèmes de durabilité? Ça, ou alors que, ou des fissures, pour lesquelles on voit lors de l'inspection détaillée ou des campagnes d'auscultation, on ne voit pas de lien avec, un schéma de ferraillage passif ou des armatures actives sur la structure? Ça dépend des cas, hein. Je ne sais pas si on peut faire une réponse un peu... Mmh. Oui, Après, oui. vous Enfin, là, avez on est... il y a des fissures qui Oui. peuvent résulter de pathologies de matériaux et ou de retraits gênés, mais celles-là, elles sont généralement quand même facilement identifiables. Et après, il y a aussi des fissures qui peuvent, ou des désordres qui peuvent apparaître du fait de phénomènes mécaniques qui ne sont pas, qui n'ont pas été pris en compte parce que les codes de calcul ne le prévoient pas. Enfin, j'ai en tête un exemple de gradient thermique sur des piles caissons de grande hauteur. Les codes de calcul n'imposaient pas de prendre un gradient thermique sur des piles. Et de fait, l'expérience a montré, la fissure, et des instrumentations in situ ont montré que ce gradient avait un effet sur la pile et pouvait expliquer des défissurations constatées sur l'ouvrage. Donc là, elles sont bien structurelles, liées à un phénomène, mais voilà, ce phénomène n'était pas dans le code de calcul. Je ne sais pas si je réponds. Mhm. Oui. Bon. Alors, une autre question, c'est y a-t-il des coefficients de majoration parallèles des coefficients de réduction pour la prise en compte de l'état réel de l'ouvrage, corrosion des armatures, dégradation du béton? Euh, Alors Finalement, donc comment on on prend en compte est la corrosion? oui, on est, là, en tout cas, on montre des cas où les coefficients partiels sont diminués, mais dans les formules, comme ça dépend du coefficient de variation, si le coefficient de variation est très important, bah, on peut être amené à, au contraire, augmenter le coefficient partiel, hein. Ça va dans un sens comme dans l'autre, hein. Ce qu'on a écrit dans le guide, c'est de faire attention quand même aux armatures corrodées. Alors, évidemment, si elles sont fortement corrodées, la section est réduite et on va tenir compte d'une section réduite, mais il faut aussi penser à l'adhérence, c'est-à-dire que si l'armature est complètement dégarnie sur une grande section, eh bien, évidemment, votre section, elle est plus, enfin, sur une grande longueur, pardon, la section de béton armé, ben, l'armature, elle est plus adhérente au béton et elle n'est pas entraînée en flexion. Ça pose aussi des questions donc sur l'ancrage de l'armature. Et puis, la corrosion a aussi tendance à réduire le palier plastique. Alors après, on a quand même généralement, enfin, sur les armatures de passives, on a des paliers plastiques qui sont longs, mais
Voilà, on pourrait être amené à réduire le palier plastique et faire travailler l'armature que dans le domaine élastique, sans la plastifier, dans la justification, je veux dire. Oui. Mais ça, ce sera des possibilités offertes par la future, les futurs Eurocodes, je pense. Alors là, franchement, on n'en est pas là aujourd'hui. Là, ce que je dis là, c'est dans le guide de CEREMA. Voilà, après, mais Oui, une possibilité est. Enfin, non, je m'avance pas. Je sais pas pour l'instant. Voilà. L'annexe pour l'instant, nationale n'a pas commencé et la partie 2 de l'Eurocode 0, elle est vraiment très générale. Et la partie existante de l'Eurocode 2, je ne sais pas si elle aborde ce sujet, je crois pas. mmh. Bon. Alors, une autre question. Dans la formule du coefficient partiel matériaux, quid du terme alpha représentant la sensibilité de la structure? Y aura-t-il des prescriptions ou des suggestions ou faudra-t-il faire des études de sensibilité concernant le Alors, il faut savoir que terme alpha? le format, des Eurocodes est simplifié par rapport à au coefficient alpha, c'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse pour une variable dominante que alors si c'est du côté de la résistance, c'est 0,8, si c'est du côté de la sollicitation, c'est -0,7, hein, et ça, c'est pour les variables dominantes et puis après on a les variables, dites, enfin secondaires, hein, pour lesquelles on va les multiplier par un terme qui va diminuer les coefficients partiels. Donc, ça, c'est à la fois pour, les matériaux et puis pour les sollicitations. Ces coefficients, ils se retrouvent, après dans le calcul de l'état limite. Voilà. Après un coefficient, bah, c'est censé intégrer, les incertitudes de modèle, hein, et puis les incertitudes géométriques. C'est, après est-ce qu'il y aurait un coefficient alpha à l'échelle de la structure? Bon, on n'a pas forcément ce type de coefficient. En fait, on a un coefficient alpha par variable qui intervient dans le problème. Certaines variables sont déterministes, donc il n'y a pas de coefficient alpha, puis certaines variables sont aléatoires et donc là, il y a un coefficient alpha. En tout cas, on aura des prescriptions là-dessus, je pense. Oui, et puis, l'étude de sensibilité, bah, c'est quand on a un coefficient alpha qui est très faible, un voisin de 0, bah, en fait, on peut considérer que la variable est déterministe, donc en général, on prend la valeur moyenne. Par contre, quand on a un coefficient alpha qui est proche de 1 pour une variable de résistance ou de -1 pour une variable de sollicitation, bah là, on les considère comme aléatoires. Bien. Alors, on a dit, enfin, vous avez dit que la partie existante est à vérifier avec de, heu, les règlements donc d'évaluation et la partie neuve avec les règlements en cours. Mais quid de l'agification d'ensemble d'un ouvrage modifié? C'est-à-dire, par exemple, un ouvrage qui est élargi, et qui, dont je suppose l'élargissement est solidaire de la partie existante. Comment, globalement, justifie-t-on l'ouvrage? On peut utiliser le recode pour les ouvrages existants, hein, puisque si vous vous souvenez, je vous disais que le projet de norme, là, il spécifiait pour les structures modifiées. Et donc, les parties neuves, c'est la partie 1, mais les structures existantes, y compris les structures modifiées, c'est la partie 2. Par contre, si je prends l'exemple simplement un pont en béton précontraint avec un renforcement par précontrainte additionnelle, les massifs d'ancrage, vous allez les justifier avec la partie 1. Vous élargissez un pont, là effectivement, si l'élargissement est supporté par la structure existante, vous pouvez justifier la structure existante avec la partie 2. Mais les éléments de la partie élargie, de la construction neuve de cette partie-là, de la partie élargie, seront à justifier par la partie 1. Mmh. Une question un peu générale qui est de Christophe Rollet. Bon, peut-on connaître la composition des comités? Enfin, oui, mais surtout, quelle est la représentativité de la France, dans les groupes de travail, européens, finalement? Est-ce est-ce que vous avez des
J'ai mis dans le chat enfin, un moyen de retrouver la composition des comités, en tout cas des comités français. Enfin, c'est le site de Normes Info qui permet notamment d'accéder aux normes lorsqu'elles sont soumises à l'enquête. Et donc, vous avez tous les documents et vous voyez du coup qui est intervenu dans quelles normes. Alors après, la vision française au niveau européen, perso, je ne l'ai pas enfin, je ne l'ai pas pour toutes les normes, je ne sais pas répondre. Disons Mhm. que, en général, dans le comité miroir, on essaye de mettre en évidence une position commune qui est la position de la France et puis après on a certains membres des comités miroirs qui participent au comité européen. Voilà. Après il y a une représentation, je dirais, du public, du privé, d'organismes de recherche, d'organismes académiques, d'organismes de praticiens. Enfin, c'est censé être large et couvrir, le panel et avoir une représentativité quand même suffisante, de la profession, quoi. Et comme l'a dit Euh, Jean-Christophe, on peut aller sur Normes Expert pour regarder la composition exacte, quoi. alors, une question. Comment préconisez-vous de prendre en compte un état d'ouvrage dégradé, par exemple une note IQOA de 3, lors d'une vérification de capacité portante? Par exemple, comparaison de sollicitation sous charge civile versus convoi exceptionnel. Ben là, la réponse est rapide. Eh ben non, on ne peut pas faire une simple comparaison de sollicitation si l'ouvrage est endommagé. Il faut tenir compte de la pathologie et faire un recalcul complet. Un recalcul complet. Mhm. C'est une condition sine qua non à la comparaison de sollicitation nécessite que l'ouvrage soit en bon état. Sinon, elle n'est pas applicable. Bon. Euh, alors, comment évaluer les ouvrages existants en termes d'impact du fluage et du retrait? On en a déjà un petit peu parlé, mais Je je dirais les suppose qu'on modèles. applique les lois de Oui, c'est ça. fluage et de retrait C'est OK, ça. On qui applique existe. les lois Eurocode avec les outils de calcul qui permettent de le faire. En tout cas, ST1 permet de le faire, mais il n'est pas le seul. Et puis après, s'il y a des sujets particuliers, il peut y avoir des recalages par rapport à de l'existant. Mais voilà, on utilise les règles de calcul de l'Eurocode. Mhm. Ok. Alors, il y a une question. euh, dans la prochaine révision des normes, bon, alors là, je ne sais pas en quelle année, mais est-ce que ça va prendre en compte la résilience climatique? Euh, Il y a des Dites de choses la qui se mettent en résilience place, climatique. hein, pour essayer de prendre en compte, les modifications dans les périodes de retour des faits, extrêmes. Après, est-ce qu'on a Oui, la maturité aujourd'hui pour en tirer des recommandations? oui. Je pense que c'est Je quelque pense chose qui se met notamment en place. aux crues. Les Oui. crues Mm. sont importantes pour la stabilité des ouvrages. Mmh. Et là, il y a certainement des études à mener pour voir comment vont pouvoir évoluer les crues. Mm. Oui. Mais bon, on n'en est peut-être pas encore. Enfin, Mais ça ne sera pas finalement, intégré, en tout cas, dans la version qui va sortir. oui, et puis la crue, c'est finalement, il faut améliorer la connaissance de l'aléa cru, donc des périodes de retour, des occurrences, mais sur la justification de l'ouvrage, ça ne change pas forcément. L'ouvrage, il va subir des crues plus violentes, plus fréquentes, et c'est ça qu'il faut arriver à quantifier. Oui. Oui, là, on travaille au niveau des actions, Oui. certainement, des actions. Bon, euh, ben, je pense qu'on a fait le tour à peu près des questions, hein, qui ont été posées. Je regarde encore. Voilà. Enfin, sauf si vous en avez vu d'autres, mais je crois qu'on a fait le tour des questions.
Bien, bah, écoutez, il me reste à remercier tous les participants, hein. On est monté à 90 participants, hein, au plus fort du webinaire, donc c'est un bon webinaire. Et donc il me reste aussi à remercier les Jean-Christophe Carles et André Orsesi pour, leurs prestations et à leur souhaiter donc bon travail pour la suite pour la suite de la rédaction des documents et y compris les annexes nationales françaises qu'on attend avec une grande impatience. Voilà, bien. Merci. Merci Merci. et bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir.